Clément Viktorovitch, alias Klemovic pour les intimes. Clément, comment ça va ? Mais ça va bien, Samuel. Très heureux d'être ton invité après avoir été ton voisin au The Event. Mon pauvre, d'ailleurs, on va en parler parce que je pense que j'ai été très sonore. Alors, il y a des invités qu'on ne sait pas si on les voit sur les tutoies parce qu'on ne les connaît pas trop. Clément, j'hésite pas parce que Clément, on s'est déjà rencontré. Tu es déjà venu à la maison pour parler d'actualité. Tout à fait. On a été voisins au The Event et j'y revenais à l'instant. Donc, j'avais la chance d'avoir Clément Viktorovitch à ma droite, voilà, et Lydia à ma gauche, voilà. Et je ne sais pas ce qui s'est pris, emporté par l'énergie incroyable de cet événement que tu as vécu avec moi, eh ben, je me suis mis à hurler pendant 3 jours. Et je voyais ton Clément qui devait s'arrêter, hein, littéralement, avec un petit sourire en mode je vais attendre que Samuel ait fini de hurler, parce que j'ai hurlé quand même beaucoup, pour en placer une. Ah bah, après, c'est le jeu du The Event. C'est qu'on est tous, parce que je pense que moi-même, je n'ai pas été avare en décibels à certains moments. C'était super. Donc on est tous pris évidemment dans cet enthousiasme. Mais c'est vrai, il y a certains moments où j'étais en train de parler dans mon micro, puis je m'arrêtais de parler et je voyais dans OBS mon vumètre qui ne descendait pas. C'était moi. Et je me disais, ah oui, donc Samuel, qui est quand même à un bon 1m50, arrive à couvrir ma voix alors que je parlais comme ça. Je me faisais pas trop engueuler par ta commu, je me posais cette question, tu vois, ça allait ? Non, bien sûr. Non, mais après, c'est le jeu de l'événement, c'est aussi l'ambiance du moment. Et puis, je veux dire, si c'est pas au The Event que tu hurles la tue-tête, la danse des canards en étant toi-même dans un costume de poussin, où est-ce que tu peux le faire ailleurs ? Avec les cheveux verts, bien sûr. Évidemment, ça c'est un bon minimum, les cheveux verts, bien sûr. Non, mais félicitations à toi aussi, Samuel, pour ce merveilleux The Event que tu as fait. Mais nous, alors évidemment, on ne va pas revenir sur le The Event parce qu'on a déjà beaucoup parlé, mais c'était un événement incroyable, notamment par l'ambiance qu'il y avait sur place entre les streamers et les streameuses. Tout le monde allait vers tout le monde, chacun s'encourageait, se saluait. Enfin, sur un plan humain, je pense que tu l'as ressenti comme moi, c'était ton premier The Event, il était extrêmement réussi de ton côté. T'as dû ressentir ça aussi. Ouais, bien sûr. Déjà, c'est un moment de fraternité. C'est l'occasion de croiser des streamers, streameuses qu'on croise soit peu souvent, soit même que moi, j'avais jamais eu l'occasion de rencontrer en physique. IRL, comme on dit. Donc, c'était évidemment un bon moment, un très beau moment, une très belle ambiance. Et puis au-delà de ça, c'est aussi, les sommes collectées pour lutter contre la précarité, qui, moi, est un sujet, un enjeu qui me touche particulièrement. Et donc, j'étais vraiment heureux de pouvoir faire partie de cette communauté qui se sont mobilisées ce week-end-là pour ces questions-là. Alors moi, le souci que j'ai avec toi, Clément, c'est que je ne sais pas par quoi commencer, parce que j'ai envie de parler de trop de choses avec toi. Alors, heureusement qu'on a un petit peu de temps. En régie, vous me direz si vraiment j'exagère, mais voilà. On a 30 minutes, c'est bien, mais en vrai, je pense qu'on pourrait parler pendant 2 jours. D'ailleurs, bon anniversaire avec beaucoup de retard, parce que tu es né le 29 mai dernier. Exactement. Donc, tu as 40 ans. J'ai 40 ans. Donc, tu es donc un enfant par rapport à moi. Alors, par quoi commencer ? Des études autour de la science politique, Clément. Oui, tout à fait. C'est important d'en parler parce qu'aujourd'hui, c'est cette expertise que tu as sur ces sujets, notamment de la science politique, de la vie politique de notre pays, on la retrouve dans tes streams. Et j'en parlais off avant que notre échange commence. Quand on tombe sur un stream de Clément, encore ce matin par exemple, on reste. Parce qu'on entend l'expertise, tu sais de quoi tu parles. Tu as en plus un regard à toi, c'est-à-dire tu ne fais pas que constater, tu proposes des pistes de réflexion, comme la constituante, par exemple, face à notre situation politique actuelle. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler. Et donc, d'abord, on sent que tu parles avec une expertise du sujet, que tu le connais, et en même temps avec beaucoup de... Comment dire, tu n'es pas quelqu'un qui assène les choses. Tu es dans l'échange, dans l'ouverture, y compris avec les gens qui ne sont pas d'accord avec toi. Et tu as cet échange avec le chat, on te voit là. Et il y a une ambiance, et je le disais à Clément tout à l'heure, quand on arrive sur le stream de Clément, on reste. On reste parce qu'on est bien, parce qu'on sent ta bienveillance avec ceux qui sont là pour échanger avec toi, ton ouverture d'esprit, plus l'expertise et plus ta passion de l'actualité, notamment politique. Et en fait, voilà, moi, quand je tombe sur tes streams, je reste. C'est gentil. Écoute, merci beaucoup, Samuel. Déjà, ça me touche énormément. D'autant plus qu'effectivement, ça correspond d'assez près à ce que j'espère et j'essaye de renvoyer, de construire sur Twitch. Moi, ce qui me fascine, c'est sur cette plateforme, et particulièrement quand on parle de politique, c'est d'une part la liberté de ton, et puis liberté éditoriale de choix de sujet. Et ça, c'est quelque chose que je dis souvent. Moi, je plaide, je ne m'estime pas être neutre.
je ne le revendique pas, mais j'estime qu'aucun journaliste n'est neutre. Pour moi, la neutralité journalistique n'existe pas, à commencer par le choix des sujets. Et pour moi, le simple fait de choisir de parler ou de ne pas parler d'un fait divers, par exemple, choisir de parler ou de ne pas parler du dernier rapport du GIEC qui est paru l'avant-veille et qui peut-être n'est pas le sujet le plus sexy, mais peut-être pas non plus le moins important. Pour moi, tout est politique, y compris quand on est journaliste. Alors évidemment, il y a des degrés d'engagement qui sont divers, mais je considère que cette liberté éditoriale qu'on a sur Twitch, elle est extrêmement précieuse, pouvoir traiter l'actualité politique à sa manière, en choisissant ce sur quoi on veut mettre l'accent. Ça, c'est un bonheur. Tu as, comme moi, je crois, travaillé, enfin j'en suis sûr, même travaillé en rédaction. Et il y a à la fois ce plaisir, cette joie de participer à une émulation collective, à être avec des personnes avec qui on peut comme ça discuter, débattre. Construire des choses aussi. Construire, exactement. Donc, travailler en rédaction, c'est vraiment une expérience que moi, j'ai eue de nombreuses années et que j'ai beaucoup aimé. Et en même temps, quand on est en rédaction, on respecte une ligne éditoriale. Et qui peut parfois ne pas être totalement C'est pas sienne. sa chaîne. On se met au service d'un projet éditorial. Il faut prendre en compte les avis des uns et des autres, notamment de la hiérarchie, du rédacteur en chef. Dans les dernières rédactions où tu as travaillé, il y a eu France Info notamment, mais il y en a eu d'autres. Les médias avec lesquels tu as collaboré, Clément peut les citer, il y a eu quoi alors? Il y a eu France Info, Quotidien avant, pendant 1 an et demi, Click, avec mon compère Mouloud Achour, pendant 2 ans. Encore avant, mais ça si on commence à en parler, c'est un dossier qui s'ouvre sous nos pieds de plusieurs heures, puisque j'ai collaboré pendant 2 ans avec CNews au lancement de la chaîne. Donc, à l'époque où on disait encore, où elle n'était pas connue, et on disait encore, mais tu sais, c'est l'ancienne iTélé. Et donc, j'ai vu typiquement, j'ai vu de l'intérieur le changement de ligne éditoriale de CNews, qui a fait que j'ai démissionné 2 fois, puisque j'ai démissionné une fois, ils m'ont rattrapé, mis sur une autre émission en me promettant que la ligne éditoriale serait différente. Pour cette raison-là, parce que tu voyais le changement de ligne éditoriale et tu as dit, j'ai pas signé pour ça, moi. Tout à fait. Pendant 2 ans, enfin pendant 1 an, je leur ai dit semaine après semaine, mais écoutez, les plateaux penchent quand même, me semble-t-il, de plus en plus d'un côté. Par là, quoi. Voilà. Bien par là, quoi. On me répondait, oui, mais tu comprends, c'est bon. Et puis une fois que j'ai acté le fait que voilà, la chaîne avait une ligne éditoriale qui n'était pas du tout la mienne, avec laquelle j'étais en grand désaccord, moi, je suis parti définitivement. Donc les médias traditionnels, tu les as pratiqués, tu les connais. Aujourd'hui, tu n'y es plus. Tu as fait le choix. Ouais. Je me rappelle, tu l'as annoncé en fin de saison dernière, je crois. France Info, j'arrête donc parce que je veux me consacrer davantage à d'autres aventures. On va en parler. Il y a le Seul en scène qui est extrêmement important, ce spectacle qui marche super bien. Il y a le livre qui sort dans 2 jours, c'est ça? Exactement. Clément, que j'ai là, on va en parler. Et puis il y a le stream et les chaînes YouTube. Qu'est-ce qui te fait prendre cette décision? Est-ce qu'il y a un truc qui te plaît pas dans les médias traditionnels et que tu dis je vais aller chercher ailleurs? Est-ce que tu es davantage séduit par tes nouvelles aventures? Le pourquoi du comment de ce choix, de ce mouvement? C'est 2 choses. C'est déjà d'une part une lassitude. Une lassitude, des chroniques, j'en ai écrites pendant 5 ans, plusieurs centaines. Et en fait, à un moment, moi, je dépéris quand je commence à m'ennuyer dans un exercice qui devient une zone de confort. Ça a toujours été comme ça pendant toute ma vie professionnelle. Dès lors que j'ai eu l'impression d'être en pleine maîtrise de ce que je faisais, de ronronner, de recycler, je sens la déprime fondre sur moi, tel des loups sur un troupeau de brebis. Et c'est ce qui se passait un petit peu là. C'est-à-dire que là, la dernière année sur France Info, je suis très heureux du travail qu'on a fait. Et pour moi, ça a été une grande fierté de pouvoir proposer comme ça une chronique hebdomadaire sur le service public, puis même quotidienne l'année de la présidentielle. Mais là, je sentais que j'arrivais au bout de l'exercice. Donc, il y a eu, d'une part, un besoin de fraîcheur. Il y a un besoin de fraîcheur, un besoin de continuer de parler de politique, mais autrement, par un autre prisme que d'écrire un texte que j'allais lire ensuite à l'antenne. Tu dirais que tu as besoin de défis régulièrement, de te lancer de nouvelles aventures, sinon tu as l'impression de faire du surplace, c'est ça, quoi. En gros, quand tu maîtrises un exercice, c'est déjà tu penses déjà après, c'est ça? Oui, j'ai besoin de nouveautés, j'ai ce besoin effectivement d'étendre mon horizon, de découvrir de nouvelles choses. Et puis, il y a aussi quelque chose, c'est que moi, je pense toujours à celles et ceux qui rêveraient d'être à ma place. Et en fait, j'ai toujours considéré qu'à partir du moment où on fait quelque chose sans enthousiasme,
alors même que d'autres rêveraient de le faire, autant leur laisser la place. C'est-à-dire que moi, je me suis jamais agrippé à mes postes comme une huître sur un rocher. France Info, je sais qu'une chronique hebdomadaire, il y a de très nombreux et nombreuses journalistes qui en rêvent et qui ne l'auraient jamais lâché. Moi, précisément, j'ai considéré que comme d'autres en rêvaient et que moi, j'étais en train de voir le bout de l'exercice, autant partir et laisser la place à celles et ceux qui feront l'exercice avec davantage d'entrain que moi. D'autant qu'en parallèle, effectivement, j'ai découvert... j'ai pas découvert Twitch, parce que moi, je suis sur la plateforme depuis 2021. Mais c'est vrai que j'ai inventé ce format, le Café Rhétorique, ce rendez-vous du matin, qui me permet de continuer de parler de politique, mais d'en parler autrement, avec déjà un ton différent. C'est drôle parce que plein de personnes m'ont dit « Mais tu es davantage engagé, on sent davantage ton opinion politique maintenant que tu es sur Twitch. » C'est ta chaîne. Voilà, alors je pense que c'est un peu vrai, parce que c'est ma chaîne, on sent mes choix, etc. Mais en même temps, mes convictions politiques ont toujours été sur la place publique. Depuis la toute première interview que j'ai faite, c'est ça qui est intéressant. Moi, je ne me suis jamais caché derrière mon petit doigt. J'ai toujours dit que je militais pour plus de partage des richesses entre les citoyens, plus de partage du pouvoir au sein de la société, une prise en compte de l'urgence écologique dans toutes les décisions, la lutte contre toutes les discriminations de la manière la plus vigoureuse qui soit. Et malgré tout, les gens te disent aujourd'hui « Ah, mais tu sembles plus engagé sur ta chaîne aujourd'hui. » Et les gens me disent « Ah, dis donc, depuis que tu es sur Twitch, on sent ta ligne politique. » J'ai toujours dit « Ma ligne, elle a toujours été publique. » Et en fait, quand on réécoute mes chroniques de France Info, les chroniques que j'ai fait chez Quotidien, c'est clair. Je me suis jamais caché derrière mon petit doigt. Mais c'est vrai que il y a un ton qui peut être différent, qui est plus léger, qui est plus relâché, qui correspond, je pense, beaucoup plus à celui que je suis dans le privé. C'est vrai que les gens ont pu se faire une image de moi pendant des années comme un prof de rhétorique un peu sobre, un peu morne, presque peut-être parfois, très sérieux en tout cas. Et je crois être ça aussi dans la vie privée, mais pas que ça, évidemment. Tu disais, Clément, à propos de ton poste de chroniqueur à France Info, tu penses toujours à ceux qui aimeraient être à ta place. Oui. C'est vrai que ce sont des métiers qui font parfois rêver. Celui que nous faisons aujourd'hui, créateur de contenu, streamer, en est un aussi. Quel est ton parcours? Parce que j'ai évoqué les études de sciences politiques, je ne dis pas de bêtises. Oui. Là, il y a une histoire de rhétorique qui est très importante à un moment aussi dans ce parcours oui, tout à fait. étudiant. En fait, moi, j'ai fait des études qui m'ont amené vers la recherche, mais j'ai commencé d'abord par la recherche en histoire. J'ai fait une maîtrise d'histoire du haut Moyen-Âge occidental, travaillé sur le mariage et la sexualité des clercs à l'époque mérovingienne. Très bien. Sujet auquel j'ai consacré 1 an de ma vie. Et puis, au bout d'1 an, j'ai constaté que la recherche me passionnait, c'est-à-dire le fait de se choisir un sujet, un domaine d'expertise et de le creuser autant que l'on peut. C'est une démarche que j'ai adorée. Peut-être les temps mérovingiens étaient-ils un peu loin de moi. Donc, c'est là où je me suis réorienté en sciences politiques. J'ai fait une thèse qui m'a amené donc à valider une expertise via un doctorat en sciences politiques, et particulièrement autour du Parlement, du fonctionnement des institutions et des théories de la démocratie. C'est vraiment les sujets que j'ai creusés pendant ma thèse. Et puis aussi en rhétorique, puisque en parallèle, j'ai développé, pour faire cette thèse, une expertise en analyse du discours d'abord, puis en pratique du discours, puisque j'ai voulu réfléchir sur comment passer de l'un à l'autre. Et ça a été ma deuxième vie après la thèse. Même réflexion, moi je savais que je ne voulais pas continuer ad vitam dans la recherche académique. Je savais que ma place n'était pas pendant toute la vie enterrée dans une bibliothèque. Et j'aurais pu chercher à avoir malgré tout un poste d'enseignant-chercheur et puis après en profiter pour avoir mon salaire d'enseignant-chercheur, faire le minimum et puis m'amuser à côté. Tu l'es toujours enseignant ou pas du tout aujourd'hui? Alors c'est là, j'ai été prof pendant plus de 15 ans sans discontinuer jusqu'à l'année dernière. Là, c'est la première année où je fais une petite pause. Parce que c'était pas compatible avec tout ce que tu fais. Mon emploi du temps, notamment sur scène, ça marchait pas. Donc je fais une petite année de pause, mais j'ai enseigné à Sciences Po notamment pendant plus de 15 ans et je compte bien retourner à l'enseignement dès que mon agenda me le permettra. Parce que c'est un rapport que j'adore. Et quand tu sens que tu veux faire autre chose que de la recherche, après, il y a la longue séquence médiatique où tu vas devenir chroniqueur pour différents médias. Et comment se fait ce mouvement? C'est-à-dire, comment tu pressens que ça va être ta voix? Est-ce que c'est une rencontre? Est-ce que c'est une aspiration ancienne? Ça a été une aspiration. En fait, ça a été une aspiration ancienne pendant que j'étais chercheur. C'est-à-dire que déjà, moi, je me suis toujours vu. Non pas, j'ai toujours estimé que la place du chercheur, elle était
et particulièrement quand on fait de la science politique, elle était dans le débat public. Que pour moi, un chercheur en sciences politiques, et c'est le cas de beaucoup de mes collègues, bien sûr, je fais partie de celles et ceux qui considèrent que notre rôle, ce n'est pas de nous enfermer dans une bibliothèque et dans des colloques, mais au contraire de mettre au service du débat public, mettre notre expertise au service du débat public et s'engager, avoir le courage aussi de porter des positions fortes, y compris en tant que chercheur, dans le débat public. Et ça a toujours été le cas, et c'est pourquoi j'estimais que j'ai toujours eu envie de participer au débat public, au débat politique, via ma carrière de chercheur. Et j'observais. Tu devais être régulièrement invité sur les plateaux, je suppose. Et ben, ça a mis beaucoup de temps. D'accord. Parce que, et alors ça a été le point de départ d'une de mes réflexions, qui était de me dire, mais c'est quand même fou, si on arrête quelqu'un dans la rue et qu'on lui demande de citer 3 économistes médiatiques, les gens, il faut s'intéresser un peu au débat public, mais les gens sont capables de le faire. 3 historiens médiatiques, les gens sont capables de le faire. 3 philosophes, alors là, les noms viennent à l'appel. Si on demande aux gens de citer 3 analystes du discours médiatique, il n'y en a aucun. Et en fait, quand moi, j'étais en train d'étudier la rhétorique, de développer une manière aussi de l'enseigner, puisque j'ai enseigné la pratique de la rhétorique à Sciences Po donc pendant 15 ans, j'observais que dans les médias, il n'y avait pas d'analyse du discours, il n'y avait pas d'analyste du discours, alors même que la démocratie, c'est le régime du discours. Enfin, c'est le régime politique centré sur le discours des responsables politiques. Qui doit convaincre. Exactement. Qui doit emmener. Et puis qui doit nous permettre à nous, citoyennes et citoyens, de nous faire notre idée sur la manière dont on va voter. Et puis notre discours à nous. C'est-à-dire que, en théorie, l'idéal démocratique, c'est le gouvernement par et pour le peuple, c'est-à-dire le système dans lequel le peuple a la parole, peut et même devrait prendre la parole et devrait être écouté. C'est ce qu'on a vu d'ailleurs aux dernières élections législatives. Évidemment. Bien sûr. Mais c'est intéressant parce qu'en fait, c'est pas une envie de montrer ton beau visage de Clément Viktorovitch à la télévision, c'est juste que tu te rends compte que là, il y a un manque en fait. Dans l'analyse. Criant. Ouais. Et quand je commence à faire. Alors, j'avais quelques amis qui étaient journalistes, dont un ami qui était journaliste chez iTélé, et à qui j'ai demandé j'observe que vous faites sur iTélé le décryptage de la communication politique en invitant des communicants politiques. Peut-être ça pourrait être une bonne idée d'inviter un spécialiste en rhétorique. Ça commence comme ça. Et ça commence comme ça. Et donc il me dit, il file mon nom. Et comme tu connais le mécanisme, comme beaucoup d'experts, je suis testé sur un plateau. On m'appelle en disant, venez, posez-vous à table, parlez 1 heure avec nous. Et puis ça s'est bien passé. Et ça s'est bien passé. Les gens ont estimé qu'apparemment, je faisais pas des tunnels trop longs. Derrière, j'ai fait des lives de 5 heures sur Twitch. Donc bon, mais à l'époque, j'arrivais à me contenir à peu près. Et voilà comment ça commence. Et voilà comment est-ce que iTélé m'invite de plus en plus. J'étais un bon client, comme on disait, parce que j'avais une expertise, je savais à peu près de quoi je parlais. En même temps, je savais faire des phrases courtes, ce qui, comme tu le sais, sur un plateau de débat, est peut-être la première des qualités. Et donc, ils m'ont invité de plus en plus jusqu'à me mettre sur une émission au moment où iTélé devient CNews. Et puis, c'est comme ça que tout a commencé, quoi. Je suis resté 2 ans sur la chaîne, je suis parti après. Au moment où je démissionne, je démissionne pas en ayant un coup d'après. C'est-à-dire, je dis, je pars. Et d'ailleurs, ils me disent à ce moment-là, mais qu'est-ce que tu... Où est-ce que tu vas ? Ouais, moi, je savais pas. En fait, c'est même pas ça. Ils me disent, mais Clément, ils me regardent menaçant, les yeux dans les yeux. Ils me disent, mais si tu pars, Clément, tu ne seras plus à la télé. J'ai répondu, mais moi, les gars, vous n'avez pas compris qui je suis prof. Hein, alors ça, c'est un grand classique en télé, Clément, quand tu dis à une rédaction, une chaîne que tu t'en vas, tu as toujours quelqu'un qui va te dire mais c'est fini pour toi. Alors que le lendemain, toi, tu sais que tu vas ailleurs. Mais peu importe. Mais moi, à ce moment-là, je m'en fichais. Pour moi, dans ma tête, j'étais prof. Enfin, j'avais vécu 2 ans à la télé. Mais je me suis toujours dit ça. C'était bien. Et là, je me suis dit, j'ai vécu 2 ans de quotidienne. C'était bien. Et puis, mon poste m'attendait, soit à la fac, soit dans la formation. Sauf que ce qui a dû se passer, c'est qu'en fait, on t'a appelé direct derrière, non ? J'ai mon ami Mouloud qui est venu me chercher immédiatement en me disant, nous, on fait une quotidienne. Est-ce que tu veux venir faire une chronique ? Bon. Et puis ça... D'ailleurs, on s'était vu sur le plateau de Click. Ouais, exactement. J'en ai grand souvenir. Je suis venu une fois sur le plateau de Mouloud et tu étais là. C'était une belle émission. Ouais, tout à fait. Ouais, à l'époque, on était passé en hebdomadaire. C'est à l'époque, on se serait dit, dans quelques temps, on va se retrouver au The Event tous les deux à beugler. Merci pour les 1000 balles. On serait regardé, on se dit, mais de quoi tu parles en fait ? Toi, c'était à l'époque, c'était déjà pas absurde. Tu avais déjà une chaîne Twitch qui fédérait une grande communauté. C'était le tout début. Mais c'était le tout début, ouais, c'est vrai. C'est incroyable. Mais donc, j'ai jamais eu. Et voilà, exactement. Enfin, j'ai jamais eu ce truc de m'accrocher, quoi. Je me suis toujours dit, quand j'arrive au terme de quelque chose, c'est très bien. Pareil,
voilà, quand j'arrive au terme de quelque chose, je me dis, c'est très bien, on l'a fait. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas le terme de Twitch dans peu de temps, parce que je pense que ça nous embêterait tous. Tu as dit, tu sais, à propos des petites phrases bien ciselées sur les plateaux télé, être court, percutant, et avec un temps limité, un JT, une émission de débat, une chronique, voilà. Là, on te voit sur le... ils ont retrouvé l'archive. Incroyable. C'est fou, c'est drôle. Ils sont forts, hein. Bravo la régie. Ah oui, c'est allé vite. Hein. C'est drôle. Et en fait, et donc c'est parfois un peu frustrant. On a un temps limité dans les médias traditionnels pour exprimer une idée, une pensée. Est-ce que l'une de tes raisons dont on est arrivé sur Twitch et d'y passer autant de temps aujourd'hui, c'est justement parce que tu as ce luxe du temps, le temps qui permet de préciser ta pensée, de l'affiner, de t'ouvrir au débat, parce que tu trouves que du coup le message il est d'une plus grande qualité. Est-ce qu'il y a de ça ? Oui. C'est la deuxième raison du fait que je suis passé sur Twitch. En effet, donc la première, c'était cette lassitude. Et donc, en fait, non. C'était cette lassitude de la chronique et la volonté de continuer de parler de politique sur un autre format. Ouais. Et c'est vrai que mes matinales politiques sur Twitch et le temps long, effectivement, m'ont permis de retrouver un souffle et une fraîcheur vis-à-vis de l'actualité politique que j'avais perdue. Et c'est venu, alors, le temps long, oui, mais pas forcément pour le plaisir de s'étaler, même si je m'étale énormément sur Twitch, je suis le premier à le reconnaître. Mais pour moi... C'est ça qui est bien. Alors, évidemment... C'est ça qui est bien. Mais parce qu'on bavarde, parce qu'on raconte son week-end, parce qu'on a... On fait une communauté. Oui, tout à fait. On est ensemble et donc on se raconte un peu nos petites histoires. Et le chat nous raconte aussi les moments sympas, les moments les plus difficiles. C'est aussi ça qui est bien. Ça, ces moments d'échange-là sont très forts. Mais là où le temps long, pour moi, est incroyablement précieux sur Twitch, et tu l'as dit, c'est qu'il permet l'élaboration de la pensée en direct. Voilà. Et ça, c'est extrêmement précieux. C'est-à-dire que on peut dire énormément de choses en un temps très court. Moi, France Info, ma chronique, c'est 4 minutes. Quotidien, ma chronique, c'est 3 minutes 30. Et alors, évidemment, à la fois, on est frustré du faible temps, et en même temps, j'ai toujours réussi à dire ce que j'avais à dire. Alors, ça rentre parfois un peu au chausse-pied, mais j'ai toujours réussi à dire ce que j'avais à dire. Donc, là où Twitch est précieux, c'est pas qu'on dit plus de choses. C'est vraiment dans le fait de pouvoir élaborer en direct sa pensée et s'appuyer sur le chat. Et là, moi, les moments que j'adore et qui en même temps sont pas toujours faciles, hein, mais qui sont, en fait, c'est pas que j'adore. Les moments qui pour moi sont précieux, même s'ils sont pas faciles, c'est justement les moments de friction avec le chat, parce que moi j'ai un chat qui est très politique, avec dessus des viewers et vieweuses qui souvent ont des idées politiques bien arrêtées et qui parfois sont en désaccord avec ce que je dis. Et c'est ça qui est bien. Et ça c'est merveilleux, parce qu'on s'engueule, parce qu'on n'est pas d'accord, et je vois bien dans l'échange qui parfois est vif, hein, c'est-à-dire que celles et ceux, j'entends certains dire aller sur Twitch, c'est le confort de parler sans contradiction. Mais qu'ils viennent un instant sur une chaîne de streamer. Pas du tout. Avec le chat sous les yeux et qu'ils voient ce que c'est que l'absence de contradiction. Donc au contraire, la contradiction sur Twitch, elle est vigoureuse, elle est instantanée. Tu as un chat dissident Clément, me dit-on dans le chat. Un chat absolument dissident. J'adore. Alors déjà, ce qui est précieux, c'est qu'on se fait retoquer, mais alors instantanément. C'est-à-dire que la moindre imprécision, et le chat le souligne immédiatement, et ça c'est très précieux. C'est super. Parce que tu le sais comme moi, que, y compris quand on est sur un grand média, et même quand les textes qu'on lit ont été relus, vérifiés, il y a toujours des erreurs. Des erreurs, des approximations. Moi, j'appelle ça l'info augmentée. C'est-à-dire, tu émets une info a priori de qualité, tu viens de lire Le Monde, tu as trouvé un article intéressant, tu émets un truc, sauf qu'il y a des gens dans le chat qui connaissent bien le sujet, et à un moment qui va pas tout à fait, et qui te donne une info que tu vas aller vérifier d'ailleurs, et qui est juste, et tu arrives à un résultat supérieur. C'est magique. Ben ça, c'est... Voilà, donc pour moi, c'est un fact-checking en direct de ce que je dis, mais c'est précieux parce que on a une responsabilité qui est immense, qui est celle d'essayer d'avoir quand on parle de politique dans les grands médias, y compris sur Twitch, on a la responsabilité d'essayer d'être le plus précis possible, et le chat nous y aide. Et puis, dans l'échange, dans l'argumentation, je vois que, y compris quand je suis pas d'accord avec une partie des viewers et vieweuses, je vois bien que c'est arrivé que j'en fasse changer d'avis certains ou certaines, qui le reconnaissent évidemment en traînant des pieds, mais qui disent ouais, ok, d'accord, peut-être. Et c'est arrivé à contrario que le chat me fasse bouger, m'amène à amender ma pensée, à la repréciser. D'ailleurs, parfois, ça s'est pas fait en direct parce que ça, c'est bon. Il faut que ça infuse. Il faut que ça infuse. Voilà, c'est ce que je dis. C'est la conclusion de mon livre, Le pouvoir rhétorique, où j'explique que quand on fait de la rhétorique, on est beaucoup moins un alchimiste qu'un jardinier. C'est-à-dire que la pierre philosophale qui convertit le non en oui, comme elle changerait le plomb en or,
elle est extrêmement rare. Par contre, planter une graine, planter un argument, arroser, laisser pousser, c'est plutôt ça la rhétorique. Et ça marche dans les deux sens. Et ça marche dans les deux sens. Attends, justement, à propos de livre, celui-ci sort dans 2 jours. Ouais, l'art de ne pas dire. L'art de ne pas dire, après le pouvoir rhétorique que tu évoquais à l'instant. C'est le texte de notre pièce de théâtre avec Ferdinand Barbet. C'est le seul en scène. C'est le texte de mon seul en scène, tout à fait. Qui a commencé il y a combien de temps maintenant ? Il y a 1 an maintenant. Et qui a un succès incroyable. Pour l'instant... T'aurais jamais imaginé qu'il y aurait autant de dates, en fait Non, oui, c'est une aventure folle. C'est une aventure folle. Un an déjà. Ça fait 1 an qu'on tourne. On a commencé, on a fait 1 an sous les radars. On voulait vraiment. Et puis moi, c'est mon premier seul en scène. Ouais. C'est mon arrivée c'est mon arrivée sur scène. C'est une pièce de théâtre. Donc j'incarne un rôle. Donc c'est un nouveau métier que je découvre. Et c'était important pour nous. Je dis nous parce qu'il y a évidemment, on est seul sur scène, mais il y a du monde derrière le rideau, comme ici. Tu vois, on est tout seul sur le plateau, mais il y a du monde derrière. Il y a une belle équipe. Et donc le seul en scène de théâtre, c'est une illusion. On fait mine de venir délivrer un texte tout seul et d'en récolter toute la gloire. Mais évidemment, et je le dis sur scène à la fin du spectacle, c'est important. On est nombreux et nombreux. Donc derrière, il y a notamment Ferdinand Barbet, mon co-auteur, qui a mis le spectacle en scène, et Gilles Matana qui le produit et qui a participé à toutes les étapes de la rédaction, de la création. Donc on est au moins une équipe de 3, plus derrière celles et ceux qui ont fait la créa lumière, les régisseurs. Enfin, c'est une équipe, quoi. Et donc, au début, on voulait arriver sous les radars en se disant, premier spectacle, pour le roder. Sur scène, il faut roder, il faut être humble, etc. C'est se faire accepter par le milieu, le découvrir. Tiens, là, on voit Ferdinand, mon compère, à l'écran, que je salue évidemment. Sauf que ça a marché tout de suite, en fait. En fait, oui, ce spectacle, c'est un petit miracle. Enfin, c'est un petit miracle. C'est l'alchimie avec Ferdinand qui a fait qu'on a réussi à faire cette création. Vous écrivez à 4 mains ? Ouais, on a écrit à 4 vraiment mains. Ensemble. Et pour ceux qui n'ont pas vu encore le spectacle, le pitch, et pas lu le livre parce que le livre il arrive dans 2 jours, du coup, tu incarnes un personnage. Ouais. Le spectacle est très simple à expliquer. J'incarne donc sur scène le conseiller en communication du président de la République. Bon, le président n'est pas nommé. Il ressemble un peu par certains aspects à celui qu'on a aujourd'hui, mais par certains aspects seulement. Ouais. Donc j'incarne le conseiller en communication du président de la République, et ce conseiller se fait virer assez sèchement, et il décide de se venger, et sa vengeance, ça va être de venir sur scène devant les citoyennes et les citoyens pour tout débattre. Il va raconter les coulisses. Il balance les coulisses de la communication, voire les coulisses de la manipulation. Ouais. Et donc, le spectacle, c'est cette conférence. Donc, il y a longtemps, tu as travaillé aux côtés d'un parlementaire. Il y a très longtemps. On dit assistant parlementaire. Ouais, j'étais assistant parlementaire, exactement. Un sénateur de Mayotte, je crois. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est ça qui t'a inspiré en partie la pièce ou pas ? Non, ce qui m'a inspiré la pièce, en réalité, il faut rendre à César, et d'ailleurs la métaphore n'est pas totalement fausse, ce qui lui appartient. Ce qui a inspiré la pièce, c'est l'exoconférence d'Alexandre Astier. Spectacle d'Alexandre Astier dans lequel il incarne un conférencier qui vient deviser sur la vie extraterrestre. Spectacle que j'ai vu au Théâtre du Rond-Point où il a été créé. Et quand je suis sorti de l'exoconférence d'Alexandre Astier, moi j'aime beaucoup le travail d'Astier, j'aime énormément Kaamelott, c'est peut-être la série que j'ai le plus vue de fois. Bon. Et quand je suis sorti de l'exoconférence, je me suis dit, c'est merveilleux, c'est incroyable, c'est exceptionnel, je rêve de faire la même chose avec la rhétorique. C'est-à-dire un spectacle où j'incarnerais donc une pièce de théâtre sous la forme d'une conférence, où j'incarnerais quelqu'un qui vient parler de rhétorique et de communication politique. Et je suis sorti de ce spectacle, c'était il y a 10 ans. Et je me suis dit, je rêve de faire ça. C'était il y a 10 ans. Tu parlais de petites graines. Il y a une graine il y a 10 ans qui a été plantée par ça. Exactement. Et on voit Astier ici dans son costume de conférencier. Et j'ai attendu 8 ans pour le faire. J'ai attendu de rencontrer les bonnes personnes, de me sentir prêt. C'est grâce à Ferdinand Barbet que j'ai réussi à faire passer ce projet qui était un projet théâtral à le concrétiser. Et donc ça c'est l'origine de la chose. L'origine sur le plan de la création. Puis après, il y a aussi une origine au projet qui est une origine plus démocratique. C'est-à-dire que moi, je fais le constat depuis des années maintenant que la communication politique a changé de nature. Qu'on est face à une nouvelle communication politique qui de plus en plus se permet de s'abstraire des réalités, de communiquer sur ce qui n'est pas et au mépris de ce qui est. C'est ce que la philosophe Myriam Revaud-Dallon appelle l'ère de la post-vérité. Tu parles de Donald Trump, là ? Et exactement. C'est vrai que l'ère de la post-vérité, on assène des choses, on affirme des choses, peu importe si c'est vrai ou faux. Exactement. Et bien ça émerge aux États-Unis avec la présidence de Trump. Ouais. Hélas, ça a essaimé. On l'a vu au Brésil avec Jair Bolsonaro. Ouais. On l'a vu en Grande-Bretagne avec Boris Johnson et la campagne du Brexit qui a été une campagne tissée de mensonges. Et hélas, je fais le constat depuis des années que cette nouvelle manière de communiquer s'est incarné en France, notamment sous la présidence d'Emmanuel Macron. Et ça a un impact, des conséquences pour notre démocratie qui sont, je crois,
très importante. Alors ça, on le démontre dans le livre. Le livre, c'est le texte de la pièce de théâtre avec derrière les chroniques d'un saccage du langage. C'est-à-dire qu'on a fait l'historique de 7 ans de contre-vérité assénée par la présidence Macron, qu'on met au regard de ce qui se passe en même temps aux États-Unis de Trump et dans la Grande-Bretagne de Boris Johnson. On montre bien, et j'espère qu'on le démontre, en tout cas les gens peuvent juger sur pièce, on montre bien que là, il y a une même communication qui commence à exister un peu partout dans le monde. Et pour moi, ça, c'est quelque chose qui est gravissime, puisque un régime dans lequel les responsables politiques peuvent ne pas admettre, ne pas prendre la responsabilité de ce qu'ils ont dit et de ce qu'ils ont fait. Un régime dans lequel les responsables politiques peuvent tout dire sans égard pour ce qui est et sans égard pour ce qu'ils font. C'est un régime dans lequel les citoyennes et les citoyens ne peuvent plus juger, ne peuvent plus se forger une opinion sur ce qui est fait. Et que devient alors la démocratie ? Et cette interrogation-là, elle me taraude, elle me ronge depuis des années. Je voulais la présenter sous les yeux des citoyennes et des citoyens. Et je pense que ces interrogations, elles sont tellement existentielles, elles sont tellement cruciales que la compréhension, le propos intellectuel ne suffisait pas. Je pense qu'il fallait aussi un propos plus fictionnel pour permettre d'en prendre pleinement conscience, pour rendre tout ça sensible. C'est le rôle du théâtre. Clément, le temps qui nous était imparti est terminé. Donc ça, c'est dans les médias traditionnels. Donc là, je te dirais, merci Clément, ça a été formidable de vous recevoir aujourd'hui. La suite, dans un instant, vous recevez machin, mais on est sur Twitch. Et donc, on s'en fout. C'est formidable. Pardon la régie, je vais prendre 3 minutes de plus, Clément, parce que... Et c'est ça le luxe de Twitch, justement. Voilà. Sans abuser, évidemment, de l'équipe derrière. Mais je voulais, tu sais, quelqu'un m'a demandé tout à l'heure, mais quel rapport avec l'IA ? Alors j'ai oublié de le dire, mais en fait, l'invité MVP, l'invité de la fin de l'émission sur 30 minutes, c'est pas en rapport avec le thème du jour, justement. C'est quelqu'un qui a un parcours, voilà. Le tien, il est riche, quoi, il est multiple. Et donc on se dit, dans ce parcours, il peut y avoir des réponses aux questions que ceux qui nous regardent se posent sur leur carrière future, s'ils sont jeunes, actuels, s'ils sont déjà dans le monde du travail, sur est-ce que je dois changer de voie ? Toi, tu as changé de voie à plusieurs reprises. Pourquoi ? Comment ? Où est-ce que je vais trouver l'énergie ? Donc, ça peut être inspirant. Donc, Clément, il est là pour ça. Mais du coup, j'ai une question, parce que tu es un spécialiste de rhétorique. Ouais. Quelqu'un qui, je ne sais pas, dans le cadre d'un examen ou d'un entretien pour un travail, il a besoin de s'exprimer. Et quel conseil tu lui donnerais ? Prenons un entretien d'embauche, tiens, Clément, concrètement. Okay. Est-ce qu'on t'a déjà posé la question ? Et quel conseil tu donnes à quelqu'un qui s'apprête à donner un entretien d'embauche, toi qui es un spécialiste du verbe, de la parole, de la rhétorique, pour être convaincant, quoi ? C'est toujours les questions à 10 000 $. Ouais. C'est toujours les questions à 10 000 $ parce que être convaincant, évidemment, c'est une pléiade de petites choses qui, à un moment donné, vont se condenser et se cristalliser. Ouais. Prétendre avoir justement la pierre philosophale qui transforme quelqu'un subitement en grand orateur convaincant, c'est difficile. Ce qui est sûr, pour ne pas totalement botter en touche ta question, tu dirais qu'il faut être soi, c'est ça Alors ça, c'est l'idéal. En fait, je dirais plusieurs choses. Je dirais d'une part que la rhétorique, c'est un ensemble de techniques, ça c'est vrai. Et on peut les travailler. Et donc, c'est vrai que pour un entretien d'embauche, comme pour toute autre situation, c'est toujours une bonne chose d'acquérir ce qu'on appelle les fondamentaux de l'art oratoire. Ouais. Là, on n'est pas encore dans la rhétorique, on est simplement dans l'art de parler, l'art de se présenter, de se tenir. De regarder son interlocuteur. Exactement. Tu vois, toi comme moi, ici, on est en plateau, on a l'habitude des plateaux, on a l'habitude de Twitch, mais tu vois, sans même qu'on ne s'en rende compte, on se tient d'une certaine manière. Il y a une verticalité. On le voit nous-mêmes que à l'instant où on dit moteur, ou à l'instant où on dit ça tourne, voilà. Quand je joue aux jeux vidéo sur Twitch, oui. les gens me disent pourquoi ils jouent debout. Ah oui. Je suis assis, mais je suis tellement vertical. Exactement. Les gens me disent mais pourquoi ils jouent debout. C'est ce que tu dis. Et c'est exactement ça, tu vois. Et ça s'acquiert, ça se travaille. Donc déjà, je recommanderais à toutes celles et ceux qui nous écoutent de faire une petite formation art oratoire avec des comédiens, avec des formateurs. Okay. Y a plein de gens qui font ça et je pense que ça permet justement de donner les bases. Ensuite, c'est très compliqué et effectivement, si on parle de rhétorique, un des piliers de la rhétorique, c'est l'éthos. C'est l'image qu'on renvoie de soi-même à travers son discours quand on s'exprime. Et c'est là où le cas de l'entretien d'embauche est un cas intéressant. L'éthos de l'orateur, le bon ethos, il est toujours à la convergence de plusieurs nécessités qui parfois sont elles-mêmes contradictoires. Il commence par soi-même. C'est-à-dire qu'un ethos, il n'est jamais convaincant si on n'est pas soi. Et un orateur ou une oratrice qui se déguise, ça se voit tout de suite. Qui tente de rentrer dans un costume qui n'est pas le sien, ça saute comme le nez au milieu de la figure. Donc le premier conseil que je donnerais, c'est ne pas se déguiser, ne pas chercher à être qui l'on n'est pas. On parle beaucoup du costume cravate. Bon, alors évidemment, il y a des contextes, je vais y venir
un instant, où on ne peut pas ne pas mettre de costume. Et en même temps, le costume, c'est parfois le pire ennemi. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de mettre un costume, dans lequel il n'est pas à l'aise, ça va se sentir tout de suite. Et ça peut être la pire des choses. Alors, donc ça, c'est la première chose. Il faut réussir à trouver un ethos, une image qu'on renvoie de soi-même qui nous convient, qui résonne avec qui on est. Et en même temps, il faut aussi trouver une image de soi qui résonne avec le contexte dans lequel on se présente. Éventuellement l'entreprise, l'examen à passer. Ouais. Et donc là, c'est là où on rentre dans le compromis, dans la négociation avec soi-même. Il faut réussir à ne pas se trahir totalement, parce que sinon ça va se voir, se sentir. Et il n'y a rien de pire qu'un orateur ou une oratrice qui ne paraît pas sincère, qui ne paraît pas authentique. Et en même temps, l'authenticité, c'est un gros mot qui n'a pas complètement de sens. On n'est jamais pleinement authentique, ou du moins il y a plein de manières d'être authentique. C'est la théorie des masques, le fait qu'on présente chacun et chacune d'entre nous différents masques dans différents contextes. Bon, la théorie des masques de Jung, si ma mémoire psychanalytique ne me trompe pas. Et donc, il y a une négociation à faire, c'est-à-dire que dans un entretien d'embauche, il va falloir réussir à être à la fois un peu soi, le mieux possible, et en même temps, réussir à se couler un peu dans le costume de celui que l'on attend, enfin, dont l'autre attend que l'on soit. Et c'est dans cette négociation que il faut aussi prendre en compte celui que l'on n'est peut-être pas encore, mais que l'on aimerait être. Parce que c'est aussi se trahir que de ne pas chercher à être celui que l'on aimerait être sans l'être déjà tout à fait aujourd'hui. Et donc, dans cette négociation entre qui je suis, qui j'aimerais être et qui j'ai besoin d'être dans ce contexte-là, à ce moment donné, face à cette personne, c'est là où on va trouver une manière d'être soi qui peut être convaincante en entretien d'embauche. C'est facile à dire, et celles et ceux qui nous regardent le savent, c'est éminemment difficile à faire, mais pour moi aussi. Je trouve que c'est de bons conseils. Clément, je veux te faire passer un entretien d'embauche. Okay. Donc, absolument pas besoin, parce que je suis totalement débordé. Je ne sais pas comment tu arrives à organiser tes journées. Bah toi non plus. Enfin, nous sommes deux. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Mais je crois qu'on a la même passion pour ce que fait. Clément Viktorovitch, youtubeur, streamer politique, notamment. Comédien, écrivain. On a fait le tour de ton CV rapidement. Maintenant, il va falloir répondre à quelques secondes en 60 secondes chrono. 60 secondes chrono, Clément. T'es prêt ? C'est parti. C'est parti. Quel est ton plus gros défaut, Clément ? Le doute et la délibération avec moi-même. Quelle est ta plus grande qualité ? Je ne sais jamais répondre à cette question. Les gens disent de moi que je suis gentil, et si c'est vrai, je considère que c'est la plus belle des qualités. Qu'est-ce qui te motive à travailler ? Le fait d'être passionné par ce que je fais et d'être toujours en mouvement et en recherche. Le fait d'être toujours en recherche. Voilà. Le fait d'être toujours en recherche. Le moment où j'ai l'impression d'avoir trouvé, c'est le moment où travailler ne m'intéresse plus. Tu en parlais pour ton seul en scène. Es-tu capable de travailler en équipe ? C'est pas facile, parce que je suis quelqu'un qui travaille et écrit seul, mais quand on trouve les bonnes personnes, ça devient un plaisir merveilleux. 25 secondes. Es-tu capable de travailler sous pression ? Oui. Es-tu du genre à prendre des initiatives ? Je crois. Quelle est ta plus grande réussite ? Je 10 secondes. Je suis pas sûr d'avoir une grande réussite. Est-ce que l'échec te fait peur ? Oui, évidemment. Tu vas parler du doute. Où tu te vois dans 5 ans ? Aucune idée. Dernière question, on est dans les temps. Est-ce qu'il vaut mieux travailler aujourd'hui ou à l'époque des Mérovingiens ? Je pense vraiment qu'il vaut mieux vivre aujourd'hui. Mais j'espère qu'il vaudra encore mieux vivre demain. En tout cas, c'est un espoir que je nourris. Pas seulement pour les questions climatiques, mais aussi pour les questions démocratiques. Je pense que pour plein de raisons, plein de questions, que ce soit la question des droits humains, voilà. Et sociaux aussi. Oui, exactement, voilà, des droits humains. Parce qu'on est dans l'univers du travail. De la facilité, enfin pas la facilité, parce que c'est, enfin, du droit des travailleurs. Je pense qu'il vaut mieux vivre aujourd'hui qu'à l'époque mérovingienne. Je pense que c'est vrai aussi pour la question du système politique. Mon souhait, c'est que ce soit encore vrai demain et qu'on trouve une manière de mieux vivre notre démocratie et de mieux vivre nos droits, y compris en tant que travailleur. L'art de ne pas dire sort dans 2 jours, c'est au Seuil, voilà. Ouais. Il y a le texte de ton seul en scène qui reprend là, la tournée, je crois. Oui, on est à Paris tous les dimanches, lundis au Théâtre Saint-Georges à partir de ce dimanche, 22 septembre, et en tournée dans toute la France. Et après, incroyable, voilà. Et dans ce livre, il y a le texte, mais pas seulement du seul en scène, tu en as parlé tout à l'heure, il y a aussi des réflexions sur l'actualité politique. Prochain rendez-vous sur Twitch, c'est quand, Clément ? C'est vendredi, on fait les perles politiques de la semaine. Ah, génial ! Tous les vendredis matins.
moi, mes viewers et viewers m'envoient sur Discord les plus belles perles de la semaine et on les regarde en live. Incroyable. C'est pas le stream le plus sérieux, mais c'est souvent le stream le plus drôle. Ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir. Moi, je sais que je consomme souvent du Clément sur Twitch. C'est toujours un plaisir. C'est toujours des bons moments. Le chat est formidable. Et puis, vous retrouvez aussi tout sur la chaîne YouTube de Clément. C'est hyper bien organisé. Je suis allé me promener et tout. Il y a même une petite vidéo au tout début qui est trop mignonne où tu as enregistré à la rentrée où tu dis voilà cette saison ce que je vais faire. Et il y en a des trucs. Oui. Et il y en a des trucs. C'est incroyable. Clément, merci beaucoup. J'ai pas du tout envie d'arrêter cet entretien. En fait, c'est très frustrant parce que tu connais ça. Mais oui, évidemment. Mais bon, il le faut. Il faut un moment. Il faut que je libère l'équipe. En régie, il faut penser à eux. D'ailleurs, l'équipe que je libère et que je remercie, qui a été incroyable. C'est un bonheur, je le dis souvent, de travailler avec eux, à la fois dans la préparation de l'émission, dans la préparation éditoriale et dans la réalisation technique de tout ça.